Bien, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je sais qu'il y a plusieurs associations qui ont organisé cet événement. Bon, je ne vais pas chanter. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est fait auparavant. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Et je crois beaucoup aussi à cette approche par la sensibilité. Comme l'a dit Valérie, je suis depuis 2008 les négociations pour le climat dans le cadre des Nations Unies. Nous avons des modèles abstraits, des données chiffrées. Nous croulons sous les données chiffrées. Nous savons ce qui se passe. Et pourtant, sans doute, nous regrettons de ne pas agir à la hauteur des enjeux. Et je crois précisément que c'est par des approches plus sensibles aussi que nous arriverons à mobiliser davantage de personnes sur ces enjeux absolument cruciaux. Ce n'est pas simplement l'abstraction des modèles, des chiffres qui sont tellement énormes qu'ils en arrivent à perdre du sens, alors que par cette approche plus sensible des choses, je crois que ça nous touche et ça nous engage, ça nous dit qu'il faut nous engager. Bon, je ne vais pas donc chanter, ni je n'ai pas écrit une chanson. Je vais répondre un peu à ce qui m'a été demandé, puisque le sujet, c'est catastrophe écologique, crise de la démocratie, atteinte aux droits fondamentaux. Alors, je voudrais d'abord dire que nous vivons une situation qui n'est pas ordinaire. Nous sommes sans doute les premières générations de plusieurs âges, les premières générations à devoir faire face à des défis inédits pour lesquels il n'y a aucune réponse a priori. Et donc, le défi, c'est d'inventer collectivement les réponses et, si possible, démocratiquement les réponses par rapport à ces défis. Donc, c'est une situation pas ordinaire. Je ne vais pas reprendre la série des catastrophes que nous entendons, qui sont égrenées régulièrement sur les médias. Il n'empêche que je pense que nous partageons tous, toutes, le sentiment que quelque chose se passe. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond et nous pouvons avoir le sentiment parfois de la fin d'un monde. Pas du monde, mais de la fin d'un monde. De quelque chose qui s'essouffle, quelque chose qui est à bout, qui persiste, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça s'écroule, quelque chose qui persiste, mais qui ne persiste finalement que par la destruction. Destruction des humains et destruction de la Terre. Et je crois que c'est un sentiment qui est vraiment partagé, de plus en plus partagé. Évidemment, ça ne nous donne pas obligatoirement, immédiatement, tous les outils dont nous avons besoin. Et nous sentons bien qu'il ne s'agit plus seulement de transformer le monde, comme nous l'avions dit pendant des décennies pour les plus âgés, il s'agit de changer de monde. C'est pas simplement le transformer, l'améliorer, jouer sur les petites. Évidemment, nous savons aujourd'hui, c'est ce que nous disent les climatologues, ce que nous disent aussi les gens qui étudient la biodiversité, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps, et donc là, maintenant, il s'agit bien, non pas, encore une fois, d'une transformation graduelle, petit pas par petit pas, du monde dans lequel nous sommes, mais bien de changer de monde. C'est un monde qui est lourd de menaces, c'est des menaces sociales et des menaces politiques, puisque c'est aussi le sujet. Oui, le sujet est immense, donc je vais être obligée... J'ai fait des coupures, disons, parce que je vais être un petit peu à la hache quand même, parce que je ne peux pas, dans les 3/4 d'heure qui me sont donnés, je ne peux pas tout développer. On pourra y revenir dans le débat. Donc, des menaces sociales et politiques, des menaces véritablement pour la démocratie. Nous avons tous en tête et toutes les menaces qu'il y a actuellement pour la démocratie, et bien entendu, une atteinte profonde aux droits fondamentaux qui avaient été conquis. J'y reviendrai. Des menaces écologiques qui, elles-mêmes, atteignent, j'y reviendrai, les droits fondamentaux. Donc, des menaces extrêmement lourdes, une sorte de sentiment de fin d'un monde, et en même temps,
Et je crois que d'ailleurs le spectacle que nous avons vu tout à l'heure en témoigne pour moi, ce que j'appellerais une sorte de nouvelle renaissance. On voit partout fourmiller des expériences, des projets, des engagements, aussi bien sur le plan économique que social, que sur la culture, l'art et la pensée. Quelque chose qui est en train de bourgeonner. Et c'est, disons, le contre-mouvement. On a vraiment deux mouvements, à la fois un mouvement profondément destructif, ce que j'appellerais un capitalisme du chaos, un capitalisme de la catastrophe. Je reprends aussi le terme de Naomi Klein, c'est la stratégie du chaos. Donc un capitalisme du chaos, un système, si on ne veut pas l'appeler capitaliste, peu importe, un monde dans lequel nous sommes, qui est un chaos véritablement, et par ailleurs aussi en même temps un contre-mouvement de la société assez spontané, partout dans le monde et partout chez nous. Donc moi j'appelle une sorte de nouvelle renaissance. Et je vais essayer d'en parler, qui se traduit par des pratiques, mais aussi des pensées qui étaient inimaginables il y a une vingtaine d'années. Concernant la crise écologique, la catastrophe écologique, j'y reviendrai, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas simplement un contexte. Bien souvent on dit, oui, voilà, il y a des crises, et en plus, il y a la crise écologique. C'est un peu l'environnement. Alors je crois que dans ces pensées qui émergent, nous voyons bien aujourd'hui que nous ne pouvons plus parler d'environnement. La nature, la terre, n'est pas notre environnement, elle est notre habitat. Nous appartenons aussi à la terre. Nous avons cru la posséder et pouvoir la manipuler comme nous voulions. Nous appartenons à la terre. Et tout à l'heure, par rapport à la chanson que j'ai entendue, il y a un mot d'ordre, un slogan qu'on entend souvent dans les mouvements pour la justice climatique, pour l'écologie. C'est nous ne voulons pas, nous ne défendons pas la nature, nous ne défendons pas la terre. Nous sommes la nature qui se défend. Nous abandonnons notre toute-puissance de sauveur. Nous n'allons pas être les sauveurs de la terre, de l'humanité, du climat, comme on peut l'entendre. Il y en a beaucoup de sauveurs. Nous sommes la nature qui se défend. Et ça, pour moi, ça fait partie de cette nouvelle renaissance dont je parlais, c'est-à-dire un sentiment profond d'une dépendance par rapport aux éléments naturels et par rapport à la terre. Et cette nouvelle renaissance, dont je disais, ce sont des pratiques et des pensées. Et du coup, la catastrophe écologique, encore une fois, c'est pas un contexte qu'il faudrait rajouter au contexte que nous avions l'habitude d'évoquer. Cette catastrophe écologique, elle bouscule le contexte. Et elle nous oblige aussi à repenser notre rapport entre les humains et avec la nature, avec la terre. C'est ça le message. En effet, ce ne sont pas simplement, et ça a un impact sur les droits, ce ne sont pas simplement nos conditions de vie qui sont menacées, c'est la pérennité de la vie sur la Terre, dans toutes ses formes, qui est elle-même menacée. Et elle n'est plus menacée à une échelle géologique, parce que nous savons bien que l'histoire de la Terre, c'est 4,5 milliards d'années, l'histoire de l'Homo sapiens, c'est à peu près 200 000 ans. Bon, nous savons bien que de toute façon, il y a un temps géologique qui fait qu'un jour, dans de très très nombreuses années, assez inimaginables pour nous humains, le Soleil disparaîtra, la vie sur la Terre aussi, etc. Il ne s'agit pas de ça, là. Il s'agit d'une possibilité de la disparition de la vie à une échelle historique, non pas géologique. 3-4 siècles. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est une certitude, c'est une possibilité. Et donc, nos générations se trouvent face à des responsabilités, à des situations inédites, et des situations aussi qui certes sont écrasantes, inquiétantes, mais qui aussi, et on le voit d'ailleurs à la présence de beaucoup de jeunes dans les mouvements du climat, etc., en même temps qui redonnent du sens à ce qu'est l'humain et à ce qu'est l'humanité.
Et donc je reparlerai aussi des droits humains en fonction de ça, c'est-à-dire retrouver du sens à partir du fait que nous défendons la possibilité de la vie, mais pas simplement la vie humaine, de la vie sur cette terre. Et donc nous sommes face à une question qui est de l'ordre de l'éthique, parce que nous seuls les humains, parmi les autres espèces, véritablement, pouvons vraiment poser des actes politiques qui vont, des réglementations, etc., qui vont permettre à la vie de se poursuivre. C'est en ce sens qu'il y a notre responsabilité, une responsabilité qui n'est pas uniforme, qui n'est pas... Il y a des plus responsables que d'autres, en particulier sur les crimes. En tout cas, une question éthique et politique qui nous oblige à reposer les droits dans notre relation par rapport à la Terre, par rapport à la nature. Nous ne pouvons plus ignorer que nous faisons partie d'une communauté plus vaste que nous, ce que certains scientifiques appellent une communauté biotique, qui est plus vaste que la communauté humaine avec laquelle nous entretenons des relations et avec lesquelles nous ne pouvons plus avoir simplement une relation de type utilitariste, parce que nous découvrons que nous dépendons d'elles. Je voudrais juste dire à quel point tout à l'heure ça a été un peu évoqué. Le dernier rapport sur la biodiversité a évoqué la disparition des insectes. Les insectes, nous avons toujours considéré ça quand même, nous qui sommes au sommet de l'évolution, comme étant l'espèce absolument royale, réalisée et l'aboutissement de l'évolution. Nous avons considéré ces petites bêtes comme vraiment quelque chose d'insignifiant, généralement nuisible. D'ailleurs, on a essayé partout, on a la chimie pour s'en occuper, généralement nuisible, et simplement des empêcheurs de tourner en rond. Pensons par exemple aux voitures, c'est l'image qu'on a souvent, le pare-brise. Dans les années 60, le pare-brise des voitures, il fallait s'arrêter pour le nettoyer parce qu'il y avait des insectes tout le temps, c'était très gênant. Aujourd'hui, il n'y a plus d'insectes sur les pare-brises quand on roule sur les autoroutes. Donc, et nous prenons conscience que ces petites bêtes que nous avons méprisées, eh bien, elles sont essentielles, absolument, à toute la chaîne de vie, à la chaîne alimentaire, et que nous en dépendons. Et quand je parlais de renaissance, c'est que ça modifie notre rapport au monde, ça. Ça modifie notre regard. Je crois que si vraiment on se pénètre de l'idée de ces rapports, on ne peut plus regarder de la même façon tous ces insectes qui ne demandent qu'à vivre, et d'autant qu'avec l'extinction de la biodiversité, ce qui reste généralement, ce sont les espèces les moins, coopératrices avec les humains. Celles qui coopèrent beaucoup plus volontiers avec les humains disparaissent et restent précisément celles qui peuvent être les plus nuisibles. Donc, voilà les questions qui se posent aujourd'hui à nous et que nous ne pouvons pas ignorer quand nous pensons quels sont nos droits. Pardon. Alors, avant de vraiment passer à la question des droits des humains, donc, et des humains avec les autres qu'humains qui sont dans cette communauté biotique dont nous dépendons et dont ils dépendent, je voudrais revenir sur l'idée de catastrophe quand même, parce que tout à l'heure, ça a été dit, et je pense qu'il faut vraiment revenir là-dessus. Nous ne vivons pas, je disais, nous ne sommes pas dans une situation ordinaire, nous ne vivons pas une crise. Bon, bien souvent, nous employons le terme de crise parce que c'est un terme facile, connu, crise économique, crise financière, crise écologique, crise géopolitique, on parle de convergence de crise, on parle de crise structurelle, on met beaucoup d'adjectifs au terme crise pour tenter de le spécifier, mais le terme crise est lui-même inadapté à la situation dans laquelle nous vivons. Pourquoi ? Parce que dans l'idée de la crise, traditionnellement, dans le sens du terme, c'est un moment difficile, il y a l'avant-crise, il y a une crise, et il y a une sortie de crise. Et quand il y a à la sortie de crise, on retrouve à peu près le monde d'avant. Le monde d'avant qui a été un petit peu modifié, mais on retrouve le monde d'avant. C'est une perspective qui est très évolutionniste, si vous voulez, l'idée de la crise, avec l'idée de ce monde d'avant, et c'est un moment assez bref, la crise. Or là, nous sommes en crise depuis les années 1980,
milieu des années 70, c'est-à-dire quasiment depuis 40 ans ou 50 ans, nous sommes en crise. Ce n'est pas une crise, même si on dit qu'elle est structurelle, etc. Et là, les questions écologiques nous aident à comprendre pourquoi nous ne sommes pas dans une crise comme nous les avions entendues, comme une sorte de mauvais moment à passer, une maladie, un accident. On va réparer tout ça et on va repartir. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et là, je vais parler du climat, puisque c'est vrai que c'est ce que je connais un peu. Dans le cas du climat, ça nous éclaire beaucoup. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle la crise climatique, c'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe, pourquoi ? Parce que ce moment climatique que nous vivons, c'est un moment irréversible. Le réchauffement climatique, il est irréversible. Il est déjà enclenché. Ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, c'est le freiner de toutes nos forces, je dirais. Et c'est urgent. Ce que nous devons faire, c'est penser comment les sociétés humaines pourront vivre dans ce nouveau contexte climatique qui est déjà, qui est enclenché, c'est un processus qui est enclenché. On ne négocie pas, ça aussi ça sort souvent dans les manifestations, on ne négocie pas avec la Terre, je ne négocie pas avec les molécules de carbone dans l'atmosphère en disant, bon, maintenant le réchauffement climatique, ça y est, c'est terminé, parce qu'on s'assoit à une table de négociation entre humains et on dit non, c'est fini. Bon, ça on peut le faire sur le plan financier par exemple, on peut à condition qu'il y ait un certain rapport de force, mais on peut imaginer un autre système financier et dire stop à ce système financier, stop à l'évasion fiscale, stop à l'optimisation fiscale et stop à tout ce montage fiscal que nous avons aujourd'hui, montage financier, et on imagine ensemble un nouveau système financier. Ça, on peut le faire. On peut. Il faut un rapport de force, évidemment. Mais concernant le climat, on ne peut pas le faire. On ne peut pas dire, mais ça y est, maintenant on va arrêter le climat parce que ça suffit, le réchauffement, on en a assez, on veut repasser à un refroidissement. Ça nous échappe. Et ça, c'est intéressant. Alors évidemment, c'est angoissant, mais si nous pouvions comprendre avec ça qu'il y a des choses qui nous échappent et qui s'appellent nos limites. Tout à l'heure, elle parlait de la croissance dans la chanson, etc. Qu'il y a des limites géophysiques, que les lois de la physique nous échappent. Je ne peux pas dire à des molécules de carbone, dispersez-vous, abandonnez votre pouvoir de réchauffement climatique, et encore moins au méthane. Ça, je peux pas. Je peux pas non plus dire, mince, on a beaucoup trop concentré de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, partez ailleurs. Non. Ça nous échappe. Et c'est peut-être une très bonne leçon pour les humains, à condition que nous la prenions comme leçon, au lieu de se dire non, on va encore trouver des solutions techniques qui vont nous permettre de continuer, etc., parce que nous, on va y arriver à dominer les lois de la physique. Non, on ne dominera pas les lois de la physique. Donc c'est irréversible, c'est non négociable, et aussi ce que nous disent les climatologues, j'ai des bonnes nouvelles aussi, je n'ai pas que des mauvaises nouvelles, ce que nous disent les climatologues, c'est que le réchauffement climatique, les pollutions en général, et c'est pareil pour la biodiversité. Ce n'est pas quelque chose qui augmente de manière, comme ceci, de manière linéaire. On a toujours pensé que le temps était réversible et linéaire. Eh bien là, il y a de l'irréversibilité. Et il y a quelque chose qui n'est pas linéaire, il y a des seuils, au-delà desquels il y a des phénomènes d'emballement. Ça s'appelle des boucles de rétroaction. Bon, j'en donne une qui est très connue, et d'ailleurs là, il y a tout un tas de dossiers qui sortent en ce moment là-dessus. C'est le réchauffement climatique provoque le dégel des sols, en particulier des sols près des zones polaires. Ce sont des sols qui ont emmagasiné depuis des millions d'années des gaz, en particulier du méthane, des bactéries, des virus aussi, contre lesquels nous ne sommes pas du tout immunisés. Et le réchauffement climatique, à la fonte de ces sols, libère le méthane et d'autres gaz en même temps. Ça s'appelle une boucle de rétroaction, c'est-à-dire le réchauffement climatique s'emballe. Le réchauffement lui-même fait que le réchauffement augmente. C'est ça, une boucle de rétroaction positive. Il y en a d'autres.
Et donc, là, il y a des seuils qui font qu'il peut y avoir des phénomènes d'emballement climatique. Et qui sont, disent les climatologues, à 96%, absolument immaîtrisables. Qui ne sont pas maîtrisables. D'où l'idée de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement ou plutôt 1,5 à l'échelle du siècle. Voilà pourquoi tous ces éléments font que ce n'est pas une crise, parce que le monde que nous allons avoir après ne sera pas le monde d'avant. C'est le monde d'avant, il n'a aucun avenir. Il n'a pas d'avenir. Ou en tout cas, c'est un avenir, ce qu'on dit parfois, c'est un avenir sans futur. On nous promet un avenir sans futur. Ce monde d'avant, il n'a pas de futur. Le futur, il s'invente dans des alternatives. Là, il y a le futur possible. Mais le monde d'avant ne pourra pas. Et donc, c'est en ce sens-là que ce n'est pas une crise. Bon, moi, je ne vais pas le développer ici, je pourrais y revenir. Voilà pourquoi on peut parler aussi d'effondrement. On pourra y revenir si vous voulez. En tout cas, ce que nous vivons, c'est un effondrement de nos milieux de vie. C'est concret. Et c'est ça qui change. C'est pour ça que je parle de renaissance aussi. Pendant très longtemps, les alertes climatiques sont restées extrêmement abstraites. Ce sont les alertes du GIEC, des tableaux extrêmement compliqués, des données abstraites. C'est resté dans les laboratoires. Aujourd'hui, le réchauffement climatique ou l'extinction de la biodiversité, nous le ressentons. Nous le vivons. Si nous avons un peu un rapport sensible au monde, nous le vivons, nous le ressentons. Nous pouvons le regarder sans microscope. Il suffit de regarder les montagnes, la fonte des glaciers. Et ça, on le voit sur 20 ans, on voit la fonte des glaciers dans les Alpes, dans les Pyrénées et partout dans le monde. Donc c'est quelque chose que nous vivons concrètement. Nos milieux de vie sont altérés. Et évidemment, nous prenons conscience en même temps, excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose sur le climat, quand je dis ce n'est pas négociable, nous prenons conscience que nous ne sommes pas les législateurs tout-puissants du monde. Il y a des choses qui nous échappent. Il va falloir que nous nous en souvenions quand nous pensons les droits. Nous nous sommes pensés comme les grands législateurs. Nous, on était tout-puissants, au sommet de la hiérarchie des espèces, la dernière d'ailleurs, la plus réussie. Et nous étions les grands législateurs du monde, on allait pouvoir établir la façon dont le monde allait tourner. Alors on peut bien sûr, qu'on a toujours un pouvoir bien sûr, mais on n'a pas tous les pouvoirs. Donc, un effondrement de nos milieux de vie, de milieux concrets, et ça s'accélère. Cette catastrophe, elle n'est pas que écologique. C'est en ce sens que je disais, c'est pas un contexte, c'est pas un cadre, c'est une catastrophe civilisationnelle. Ça engage, alors civilisationnel c'est un grand mot, mais ça engage les manières dont nous vivons. C'est ça que ça veut dire. Ça engage tout ce que nous vivons, ça engage nos choix, ça engage nos façons de produire, ce que nous produisons, ce que nous consommons, comment nous nous déplaçons. Ce n'est pas simplement, encore une fois, des chiffres abstraits et une fois qu'on les a dit, on continue à faire la même chose. Non, ça engage absolument nos choix de vie. Et comment nous vivons, nous, entre humains et avec les autres espèces. Donc, catastrophe civilisationnelle, nous la voyons. C'est par exemple, je vais prendre juste un ou deux exemples. Tout à l'heure, elle parlait de... Excusez-moi, j'ai oublié le prénom, dites-le moi. Isabelle, voilà. Isabelle parlait de la troisième révolution. Bon, j'ai bien aimé. La révolution industrielle, parce que nous sommes dans une société industrielle. Et d'ailleurs, un des indices de développement qui est donné par la Banque mondiale, par le FMI, etc., c'est la part des personnes qui travaillent dans le secteur secondaire, dans le secteur de l'industrie. Un pays développé, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de personnes qui vivent de l'agriculture, ce qu'on appelle le secteur primaire. Ça, c'est totalement dépassé. En revanche, la force, c'est la production, l'industrie et le tertiaire aussi maintenant. Donc, aujourd'hui, cette société industrielle, elle est malade. Elle est malade. Nous savons aussi que du fait des limites géophysiques,
matériels dans lesquels nous vivons. Tout à l'heure a été évoqué l'épuisement des ressources, du phosphore, du fer, bref. Cette société industrielle, elle se heurte aussi, non seulement à des limites humaines, mais à des limites géophysiques. Et je pense que, nous sommes quelques-uns ici à avoir les cheveux un peu blancs, nous sommes des générations, mais même les autres, à avoir vécu, et ça, aucune génération avant nous n'a vécu de telles choses, je pense. Nous avons vécu l'apogée de la civilisation industrielle, les grandes promesses, en même temps, les grandes promesses, etc., et l'effondrement. Il y a un endroit qui est très symptomatique de ça, c'est Détroit. Détroit qui a été la ville des 30 Glorieuses aux États-Unis. La puissance, la prospérité, tout ce qu'on veut, les grosses voitures, la consommation à outrance. Et aujourd'hui, Détroit, c'est quoi? Ce sont essentiellement des gens pauvres qui sont restés parce que tous les gens riches sont partis. Et Détroit qui se transforme quasiment en ville agricole, en transformation des jardins publics, des ronds-points, ça peut être une idée, des ronds-points, etc., en jardin, en verger, etc., avec toute une expérimentation du commun. Détroit est un symbole. Et je parle de Détroit, il y en a énormément de ces symboles-là. Donc et ça, dans nos esprits, c'est terrible à vivre. C'est en même temps, donc, c'est ce moment d'apogée et de déclin. J'aime pas le mot déclin, d'effondrement, finalement. Et c'est un peu la même chose, si vous voulez, quand on regarde ce qui se passe, moi ça me frappe vraiment, ce qui se passe avec la fonte de la banquise dont il a été question tout à l'heure, sous nos yeux. Une géographie qui s'était construite sur des millions et des millions d'années, des millions d'années, des milliers d'années. En 10 ans, nous voyons la géographie se modifier. C'est-à-dire la fonte des glaces, les passages possibles pour la libération des voies de navigation, qu'on pensait gelées pour l'éternité, quand on étudie la géographie. Eh bien non. La géopolitique est totalement bouleversée. Et ça va très vite, ça va plus vite que les histoires humaines. C'est ça dont nous prenons conscience aussi. C'est que finalement, se passent des choses au niveau des pôles, en particulier le pôle Nord, avec le dégagement des voies de navigation, ça modifie totalement les rapports de force. Et c'est pas dû à des conférences internationales où on se réunit pour décider de... Non, c'est dû à la fonte de la banquise. Et là, c'est quelque chose aussi que nous devons prendre en compte et qui est extrêmement perturbant. Donc, catastrophe vraiment civilisationnelle, et nous prenons conscience que nous avons vécu véritablement dans un monde hors sol, comme si nous n'appartenions pas à la Terre, un monde hors sol, et nous atterrissons. L'atterrissage est un peu douloureux. La finance, moi je suis à Attaque, la finance est vraiment l'image même de ce monde hors sol, l'idée que le monde serait connecté par des satellites quasiment. On n'a plus besoin de relations humaines, le monde connecté par satellite, avec une finance qui est au-dessus des sociétés, qui est représentée comme étant au-dessus des sociétés, et une finance totalement prédatrice. Mais une finance hors sol, offshore on dit. C'est un monde hors sol, il y a une agriculture hors sol, on nous promet une industrie hors sol, on nous promet un monde dématérialisé, comme si c'était possible. Nous sommes dépendants de la matérialité du monde. Même un ordinateur, soi-disant l'économie immatérielle, ça suppose une infrastructure industrielle derrière absolument énorme, une consommation d'énergie et de matière absolument énorme. Il n'y a pas de production immatérielle. Si, nos relations, là, nous sommes dans l'immatériel, encore que nous avons besoin aussi d'outils pour que ça se réalise. Bien, donc, je disais tout à l'heure, ce monde hors sol et ce double mouvement. Ce double mouvement, c'est-à-dire... un capitalisme, appelons-le comme ça, puisque c'est le modèle dans lequel l'essentiel du monde vit aujourd'hui, un capitalisme qui, on pourra en rediscuter dans la discussion si vous voulez, un capitalisme qui aujourd'hui vraisemblablement ne peut plus se perpétuer dans des modèles démocratiques, n'est plus compatible avec la démocratie. On a pu penser, à un moment donné, certains ont pu penser
que le marché, le capitalisme, c'était la démocratie. Par rapport notamment aux autres alternatives qu'il y a eu, qui ont été des alternatives totalitaires, et donc le capitalisme et le marché représentaient véritablement la possibilité de la démocratie. Aujourd'hui, nous voyons que pour pouvoir poursuivre son chemin extrêmement destructeur, le capitalisme a besoin de se débarrasser aussi, en tout cas les forces économiques, disons, pour le dire plus simplement, les forces économiques ont besoin, pour pouvoir se déployer, ont besoin de se débarrasser de ce que nous appelions la démocratie. Et en particulier, on voit tout le travail de lobbying. Bon, je crois que là, je vais pas trop. Je crois que tout le monde doit comprendre ce que je veux dire. Tout le travail de lobbying qui est fait des entreprises par rapport aux États, la perte totale d'indépendance des États, et le politique qui est colonisé véritablement aujourd'hui par des forces économiques qui imposent leur souveraineté, leur propre souveraineté. Regardons les accords de libre-échange, bon, bref, etc., etc. Donc, et ça, il y a un économiste anthropologue que je cite quand même rapidement, qui s'appelle Karl Polanyi, qui l'avait analysé, qui l'a magistralement analysé pour le 19e siècle et le 20e siècle. Et il montre comment, pour lui, il écrivait dans les années 30. Dans les années 30, il disait le capitalisme n'est plus compatible avec la démocratie. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne dis pas que ce n'est pas l'analogie, je ne dis pas que nous sommes de manière analogique avec les années 30, mais le capitalisme aujourd'hui a besoin, les forces économiques, les forces dominantes ont besoin de se libérer des droits démocratiques, des questions démocratiques pour pouvoir poursuivre leur expansion. Ça, c'est un premier mouvement, et en même temps, et donc attaque des droits sociaux, attaque des droits politiques. Bon. On a eu quand même le mouvement des Gilets jaunes, j'ai beaucoup aimé la dernière chanson, les sous-marins jaunes, donc qui ont rendu visible ça, je trouve. C'est aussi un des points forts de ce mouvement des Gilets jaunes. J'en redirai un mot, c'est qu'ils ont rendu visible à quel point aussi les droits sociaux, des droits politiques qui avaient été conquis, aujourd'hui sont véritablement repris ou en tout cas abîmés et menacés. D'autant plus que ce mouvement donc des forces économiques connaît des résistances. Il y a des résistances très fortes. Il y a des résistances fortes, souvent on les sous-estime, nos propres résistances. Mais il y a des résistances fortes, des résistances spontanées, et bien entendu, le choc est d'autant plus fort, nous l'avons vu donc avec ce mouvement, mais ce n'est pas seulement en France, c'est partout. Dès lors qu'il y a des mouvements qui tentent de se réapproprier les conditions de leur vie, la possibilité même de la vie, les chocs sont extrêmement violents. Donc nous sommes dans un monde violent. Parce que justement, quand je disais tout à l'heure fin d'un monde, c'est pas la fin du monde et c'est pas la fin du capitalisme, mais c'est un monde, ce monde du capitalisme tel qu'il s'était construit, tel qu'il s'était présenté, aujourd'hui ne peut plus perdurer sous la même forme et il tue aujourd'hui la démocratie. On pourra en reparler. Et donc il y a des luttes très importantes qui se manifestent bien sûr. Contre justement par rapport au droit, j'aurais du vin sur la conférence, donc des luttes sur les droits sociaux et politiques. Je rappelle simplement que quand même les droits civils et politiques, puisque c'est quand même le sujet, ont été conquis un peu dans le XVIIIe siècle contre les despotismes. Et aujourd'hui, on a un retour quand même de formes despotiques de pouvoir qui, bien entendu, reviennent sur ces droits politiques. Ça a été la première génération de droits. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce sont les libertés civiles et les libertés politiques. Le droit de penser, le droit d'écrire, etc., la liberté d'opinion, etc. Ça, c'est 1789, et tout ce qui a suivi, c'est la première génération de droits. Et les droits sociaux, ils sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale, surtout, où là, ça a été une réaction des pays, des vainqueurs, disons, sur plus jamais
ce qui s'est passé, cet effondrement de civilisation qu'il y a eu dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça a donné la Déclaration des droits de 1948, qui a été complétée par plusieurs pactes des Nations Unies dans les années 1960, 1966, 1968, qui définissaient des droits sociaux. Alors, les droits sociaux, il faut que je me dépêche. Vous me dites quand il me reste pas trop de temps. Non, bon, tu me diras, Valérie. Et ces droits sociaux ont été beaucoup conçus comme des droits des droits à la retraite, le droit au travail, qui ne figurait pas jusque-là, droit au travail, droit à la retraite, droit à la santé. Donc des droits et l'accès aux services de santé, l'accès à une égalité d'accès pour justement lutter contre les inégalités sociales. Ça, c'est les conquêtes qui ont été faites après la Seconde Guerre mondiale, dans un consensus, si vous voulez, dans lequel on pensait que, ça s'est pensé en tout cas, dans un contexte de reconstruction, de croissance économique très forte, qui a permis dans une partie du monde, nous ne l'avons pas dit assez, dans une partie du monde, des conquêtes de droits. Ce sont nos droits sociaux, l'État-providence, etc., etc. Je dis tout de suite ce que nous n'avons pas vu à l'époque, peut-être là où il y a eu l'illusion, c'est que, certes, il s'agissait de donner ces droits sociaux pour la justice, pour la paix aussi. C'était aussi en vue de la paix. Mais on n'a pas vu aussi qu'ils ont été obtenus, ces droits sociaux, aux dépens de deux choses. Tout le monde n'a pas été des gagnants, c'est pas gagnant-gagnant. Ça s'est fait contre la nature. Contre la nature. C'est le début, c'est de l'agriculture productiviste, l'extension de l'agriculture productiviste, c'est-à-dire l'importation dans l'agriculture, je pourrais y revenir, des méthodes de la guerre, de la chimie de la guerre, etc., c'est 1945. C'est ça que nous payons aujourd'hui, la biodiversité. Et donc, cette croissance extrêmement forte, ce productivisme tous azimuts, s'est fait au détriment de la nature et au détriment de beaucoup de sociétés du Sud, on appelait ça le tiers-monde avant, chez qui nous sommes allés chercher les matières premières très bon marché pour alimenter notre croissance qui a permis ces droits. Donc ce retour réflexif, nous sommes aujourd'hui obligés de le réaliser. Bien, alors, nous faisons, deuxième point que je voudrais développer, mais rapidement quand même, c'est l'expérience des limites que nous faisons sur les droits à. Et je voudrais prendre deux exemples, l'énergie et l'eau. En fait, avec la catastrophe écologique que nous vivons aujourd'hui, nous faisons l'expérience de la dépendance. Nous nous croyions totalement indépendants de la terre, de la nature, et même, c'est plus que ça, ce qu'on a appelé l'humanisme, une grande partie de l'humanisme, on pourra y revenir dans le débat, c'est conçu comme un humanisme anti-nature. L'émancipation, elle a été pensée comme se dégager de la nature, rompre les liens. Et précisément tout ce qui était trop près de la nature était incapable d'accéder à la civilisation. Ça a été d'ailleurs, c'est le problème de la hiérarchie des races, des espèces, tout ce qu'on veut. Et pour les femmes aussi. Très important, les femmes considérées comme étant beaucoup plus proches de la nature ne pouvaient pas avoir accès à la civilisation, à la culture, parce qu'encore trop proches de contraintes naturelles, de nécessités naturelles. Et donc l'émancipation, y compris pour tout un féminisme, c'était l'arrachement à la nature, la rupture de tout lien, parce que ces liens étaient vécus comme des liens de dépendance qui portaient atteinte à notre liberté. La liberté, c'était l'arrachement, le monde hors sol. Bien. Et l'humanisme, c'est aussi une partie de l'humanisme, et les droits se sont pensés dans ce cadre-là. Je prends le droit à l'énergie. Le droit à l'énergie, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental de l'espèce humaine, enfin des humains.
Nous ne pouvons pas vivre sans cet accès à l'énergie de manière simple ou complexe, mais nous ne pouvons pas vivre sans. C'est un droit fondamental et c'est un droit, il faut qu'il y ait un accès à l'énergie, c'est une base aussi de la démocratie. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur le droit à l'énergie. Mais quelle énergie? Quelle énergie? Et dans quelle quantité? Comment nous allons résoudre le problème que 80% de la population mondiale consomme seulement 20% de l'énergie produite? Que la consommation d'énergie, elle est vraiment concentrée dans une aire du monde. Ça, il faut le savoir. La nôtre. Première chose. Donc, quelle énergie? Dans quelle quantité? Énergie fossile, énergie nucléaire, les énergies renouvelables, mais elles ne sont pas tellement renouvelables, on se rend compte, parce que les métaux qu'il faut pour les produire, c'est pas complètement renouvelable, c'est pas renouvelable du tout d'ailleurs. Donc là, nous sommes contraints de nous poser ces questions-là. Et ça, ce sont des questions politiques. Ce sont des vraies questions politiques. OK sur le droit à l'énergie, mais on ne peut pas le dissocier, on ne peut absolument pas le dissocier de quelle énergie, dans quelle quantité, pour qui, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point. Et ça, c'est nouveau. On ne se posait pas du tout ces questions-là dans les années 60. Et on doit se le poser aussi aujourd'hui, d'autant plus que près de 10 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. Ça, c'est absolument incroyable. Dans un pays ultra développé, la consommation d'énergie, c'est aussi un critère de développement. Plus on consomme de l'énergie, plus on est un pays développé. Moins on en consomme, moins on est un pays développé, ce qui est une absurdité totale, on voit bien aujourd'hui. Mais il y a la précarité énergétique qui est très forte, c'est-à-dire les quantités consommées d'énergie augmentent tout le temps et augmentent en même temps la précarité énergétique. Donc on voit bien que là, il y a un problème de justice, il y a un problème de démocratie. Les Allemands parlent de démocratie énergétique, je trouve que c'est aussi intéressant. Et on voit comment tout ceci se lie, c'est-à-dire la justice sociale et la justice écologique. C'est indissociable. Il ne s'agit pas de les faire converger. C'est absurde, c'est comme s'il y avait d'un côté la justice sociale, de l'autre côté qu'il faudrait que ça se retrouve. Non, c'est la même chose. Parce que l'énergie, c'est un droit fondamental, un droit social fondamental. Mais sauf que l'énergie, c'est pas tout à fait n'importe quoi, on est obligé de se poser des questions. Le droit à l'eau, je ne vais pas beaucoup développer, c'est la même chose. Oui, le droit à l'eau, il n'est pas respecté. C'est un droit fondamental. Sachant que beaucoup de personnes n'ont pas droit à l'eau. Il y a des gaspillages, il y a des surconsommations. Mais quelle eau? Et quel usage de l'eau? Le droit à l'eau, mais pourquoi faire? Pour arroser des champs de maïs à midi, dans des immenses... dans des zones qui ne sont pas du tout prévues pour ça. C'est ça le droit à l'eau? Le droit à l'eau, est-ce que c'est pour... je ne sais pas, enfin bon, tous les usages, si vous voulez. Donc on se rend compte aujourd'hui que les droits... Il y a le droit à, mais il y a l'usage de l'énergie, usage de l'eau. Et il se trouve que, là aussi, dans cette renaissance dont je parlais, il y a beaucoup de réflexions, mais pas seulement de réflexions, des alternatives, autour de ce qu'on appelle les communs. Et ça, c'est très intéressant. Parce que là, il y a des droits concrets. Ce n'est pas le droit à l'eau, ce n'est pas le droit à l'énergie qu'on proclame et qui n'est pas effectif. Là, ce sont des droits concrets. C'est-à-dire que dans des communs, ce qu'on appelle les communs, on définit sur une ressource, par exemple sur l'eau, il y a bien entendu l'accès qui doit absolument être mis en œuvre, l'accès de tous à l'eau ou à l'énergie, mais il y a aussi l'usage. Dans les communs, il y a l'usage et il y a... oui, pardon, je vais boire là. Il y a la restitution de la ressource. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'user la ressource, mais il faut la restituer. Nous ne vivons pas, bien entendu, sur cette terre dans laquelle nous vivons, ce n'est pas un musée.
bien entendu que nous la transformons, nous y vivons, nous y respirons, etc. Il ne s'agit pas d'en faire un musée, une conservation, c'est pas ça. Mais donc, ces éléments-là, l'énergie, l'eau, la terre, le sol, évidemment aussi, j'en parle pas, mais je pourrais en parler, eh bien, évidemment qu'on a droit à la terre aussi, droit à l'eau, droit à l'énergie, mais on n'a pas droit à tous les usages. Nos droits ne sont pas infinis. Et ça, je crois que toutes les réflexions sur les communs ont été très importantes. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est aujourd'hui aux communautés concrètes, engagées à défendre les droits. À les défendre et à les construire même. C'est ce qu'on voit avec les communs. On ne peut pas s'en remettre seulement à l'État aujourd'hui qui bafoue tous les droits pour justement recréer ces droits concrets qui sont justement créés par des communautés. Il y a du droit concret aujourd'hui qui se fait par des communautés. J'ai promis à une amie de Notre-Dame-des-Landes, Geneviève Coiffard, si certains la connaissent, certainement, bon, qui a été très engagée à Notre-Dame-des-Landes, de parler de ça. Aujourd'hui, il y a un fonds, comment dire, une association qui collecte des fonds pour pouvoir racheter les terres qui ont été libérées par l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Évidemment, vous pensez bien que ces terres, qui n'ont pas été travaillées en plus pendant 40 ou 50 ans, elles sont très bien, elles sont parfaites, celles-là. Elles ne sont pas trop esquintées comme les autres, donc c'est une convoitise extraordinaire pour récupérer ces terres, qui sont quand même la banlieue de Nantes. Vous imaginez tous les projets qu'il peut y avoir pour tenter de récupérer ces terres. Eh bien là, il y a j'ai ramené les documents, donc il y a c'est fou, j'en suis la marraine, j'ai oublié le nom exactement. Ça s'appelle la Terre en commun, qui collecte des fonds pour que nous puissions racheter des terres et installer des paysans, ou bien installer aussi, c'est des bâtiments aussi, des artisans, etc. Mais encore une fois, avec une charte, il ne s'agira pas de faire n'importe quoi. Il s'agit bien de conserver, là, toute la biodiversité, le bocage, bon, etc., etc. Et ça crée du droit. Et d'ailleurs, il y a énormément de juristes qui ont travaillé pour faire pour élaborer cette société, cette association, parce que ce n'est pas facile. C'est une fondation, c'est pas facile, et donc on crée du droit. Je pense aussi à la Société foncière du Larzac, où après la lutte des paysans du Larzac, les paysans du Larzac également ont refusé que l'État soit le gestionnaire des terres sur le Larzac. Ils ont créé une société foncière, ils sont locataires, c'est un bail amphithéotique qui a été prolongé maintenant jusqu'en 2083 et qui a permis l'installation de nouveaux paysans. C'est une terre qui vit vraiment de nouveaux paysans par cette gestion locale. C'est du droit qui se recrée aussi. Donc il y a des droits concrets que nous pouvons recréer aussi face aux expropriations. Bien, donc je vais terminer en disant, parce que je voudrais l'évoquer, je sais que ça fait débat, donc nous pourrons en débattre. Donc j'ai parlé tout à l'heure je parle de ces communautés qui aujourd'hui, partout dans le monde, créent du droit concret, surtout à partir des communs. Je pourrais prendre d'autres exemples, je les prendrai avec ce que je vais vous dire. Beaucoup de juristes aujourd'hui travaillent sur comment dire, le fait de compléter les droits fondamentaux qui sont les droits humains. Nous sommes aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes devant des crimes qui ne sont pas simplement des crimes contre l'humanité, ce qu'il y avait eu, ce qui a été jugé après 1945, qui sont, dit-on, des crimes d'écocide. C'est-à-dire un crime, des crimes conscients, connus. Monsanto n'est pas du tout innocent. Ils ont trafiqué les études, bref, on le sait aujourd'hui. Donc, des crimes d'écocide qui menacent la vie sur la Terre de manière, c'est pas simplement des petits morceaux, de manière très large, à des échelles extrêmement importantes. Donc, crime d'écocide. Et je dirais crime aussi de géocide. Les rapports que nous avons aujourd'hui sur les sols, sur la qualité des sols, sur la perte de qualité des sols,
leur pollution, sur la bétonisation des sols, etc., etc. Donc, certains juristes parlent de crimes de géocide. Nous avons eu les droits sociaux après 1945 aussi pour éviter d'autres génocides que ceux que nous avions eus pendant les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a l'idée qu'il y a eu une première génération de droits. C'était la lutte contre les monarchies, contre l'absolutisme, etc. Première génération de droits, droits individuels, des droits civils, des droits politiques. Deuxième génération de droits, après un véritable génocide. Deuxième génération de droits, après 1945. Aujourd'hui, il y a des crimes d'écocide qui ne sont pas punis, qui ne sont même pas reconnus comme étant des crimes. Géocide, écocide. Donc, nécessité d'une nouvelle génération de droits. Alors, il y a beaucoup d'appellations pour ces droits. On peut parler de droit de la terre, droit pour la terre, c'est pas tout à fait la même chose. Dans tous les cas, ces droits, évidemment, de la terre, pour des fleuves, pour des montagnes, etc., seraient des droits, vous pensez bien, écrits par les humains, ce sont des droits positifs. Mais il y a l'idée que nous devons mettre en place des systèmes juridiques qui créent des obligations pour les humains. Ce que l'on appelle les droits de la terre ou les droits pour la terre, ce sont des obligations pour les humains par rapport à ces crimes d'écocide dont nous faisons les frais aussi. C'est pas évidemment que les humains sont engagés là-dedans, et surtout les plus pauvres. Alors, il y a plusieurs actions importantes au niveau des Nations Unies, etc., qui ont mis l'idée du crime d'écocide maintenant dans l'ordre du jour des Nations Unies, la reconnaissance des droits de la terre, etc. C'est dans l'ordre du jour des Nations Unies, avec la modification de la Cour pénale internationale et la reconnaissance des crimes d'écocide. Bon, tout ceci va très lentement. Sans doute, il est nécessaire de le faire, mais ça va très lentement. Et nous savons les urgences dans lesquelles nous sommes. Nous savons que c'est sur une échelle de 10, 20 ans que nous avons à agir. Nous sommes les dernières générations à pouvoir agir. Ça aussi, il faut le dire. Ceux qui viendront vraiment après nous, pour eux, ce sera trop tard. Nous sommes les dernières générations. Ça aussi, c'est une responsabilité forte, bien entendu, qui nous donne, qui peut nous donner aussi un souffle éthique et politique important. Donc, ces transformations de la Cour pénale internationale, etc., bon, c'est très bien, mais c'est un processus très long. Et du coup, on voit partout des communautés, mais pas seulement dans les pays, pas seulement chez les peuples indigènes ou dans les pays qu'on dit du Sud, des communautés qui construisent des nouvelles formes de droit. Bon, il y a des exemples extrêmement connus. Ce sont les Maoris en Nouvelle-Zélande, celui-là est connu, qui, après des luttes et des luttes contre l'exploitation d'un fleuve qui est pour eux le fleuve sacré, le fleuve de vie, sont arrivés à obtenir la reconnaissance des droits de ce fleuve. Des droits intrinsèques. Ce n'est pas le droit à l'eau, c'est le droit de l'eau à exister sans nous, sans que nous intervenions. Bon, et là, récemment, alors je pourrais en donner d'autres exemples, il y en a beaucoup aujourd'hui en Colombie, etc. Mais, par exemple, aux États-Unis aussi, je le dis parce que c'est un des lieux quand même centraux de nos préoccupations graves. Eh bien, aux États-Unis, le lac Erie, il fait partie des grands lacs, il est totalement pollué. Totalement, par des algues absolument horribles, en plus elles sont bleu-vertes. Il est mort, le lac Erie. Et là, il y a eu énormément de luttes des habitants, etc., qui ne sont pas d'ailleurs que des indigènes, là, des peuples indigènes. Ils sont arrivés à obtenir une législation qui fait que le lac Erie, aujourd'hui, est reconnu comme sujet de droit. Et donc ça veut dire des obligations des humains pour respecter ce droit-là. Et là, si vous voulez, encore une fois, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait bien sûr l'ONU, etc., qui travaille là-dessus pour que ça s'impose un jour peut-être à l'ensemble des sociétés. Mais vu les urgences,
eh bien, on voit bien qu'il y a aussi des droits, des droits concrets aussi à reconquérir, nous, par les actions que nous menons, par les communautés que nous reconstruisons. Et je conclus en disant que concernant nos droits civiques et politiques, aujourd'hui, ils sont bafoués partout dans le monde, plus ou moins, mais partout. Nous l'avons vu en France. Bon. La liberté de manifester, par exemple, ça fait partie des droits fondamentaux. C'est une liberté civile et politique qui est inscrite dans la Constitution, qui est issue de très longtemps. Donc, face à ça, je pense que nous avons un devoir de désobéissance. Il y a un devoir de désobéissance par rapport au fait que les droits civiques et politiques sont bafoués. Ce n'est pas un droit de désobéissance, c'est un devoir de désobéissance. Quand nous estimons que nous avons épuisé tous les moyens qui sont à notre disposition pour obtenir un certain nombre de choses et faire respecter des choses, eh bien, il est de notre devoir de désobéir. Nous sommes aujourd'hui beaucoup, souvent, à ce qu'on appelle, en termes juridiques, un état de nécessité. Un état de nécessité, d'autant que, je disais, c'est la pérennité de la vie aussi qui est en jeu. Donc, un devoir de désobéir, mais aussi par rapport à des droits fondamentaux concernant l'écologie. Droit de désobéir parce que c'est aussi la vie qui est en jeu, et ce sont des choses qui nous dépassent. Première chose. Et deuxième chose, je l'ai un peu dit, je l'avais prévu en conclusion, c'est ce développement de communautés. Ça peut être des municipalités. Communautés, ça peut être des petites communautés, ça peut être des grandes communautés. Ça peut être éventuellement l'État qui crée du commun. Mais ce n'est pas seulement l'État qui crée du commun. Eh bien, ce sont comment des communautés aujourd'hui créent du droit. Je pense par exemple à une ville comme Naples, qui a eu pendant un temps un maire assez extraordinaire. Ils ont réadhéré à toute une charte des communs sur Naples, ce qui leur a permis aussi de lutter contre la mafia, de récupérer tout ce qui était du domaine des déchets, qui est le lieu de la mafia généralement, les déchets, etc., etc. Donc, il y a des expériences de communauté, de commun, de commune, la commune, de commune, qui recrée du droit concret. Et c'est aussi par là que nous devons agir. Je vous remercie. Oui, merci, ça a été vraiment un grand moment, un grand moment. Alors je voulais vous poser le terme, qu'est-ce que vous entendez par communauté? Donc vous avez apporté une petite réponse commune. Bon, la commune, ça dépend dans quelle commune on vit évidemment. Et je voulais aussi vous poser la question, comment désobéir? Donc on m'a répondu qu'il y avait un petit fascicule qui allait me dire comment désobéir alors qu'on m'a toujours appris à ne pas désobéir. Voilà. Derrière, il y a... Oui, juste une question. Geneviève, il y a quelques années, à Nîmes, lors d'une université d'été d'attaque, j'avais évoqué dans une conférence des projets absolument gigantesques et totalement absurdes de certains États, voire de multinationales, pour changer le climat, pour influer directement sur le climat. Est-ce que ces projets complètement idiots ont toujours cours? Est-ce qu'il y a encore des trucs de cet ordre-là? Vous avez évoqué les problèmes juridiques très graves. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de la situation au Brésil. On a vu qu'un président complètement cinglé a dit que de toute façon il ne laisserait aucune terre aux Indiens. Donc comment est-ce qu'on peut lutter contre ces gens qui accaparent le pouvoir? Et qu'on sait, c'est un pays politique ultra violent qui dispose de l'armée, qui dispose de forces
Et au niveau juridique, comment on peut lutter justement pour ce genre de candidature? Et malheureusement, c'est pas le Brésil, c'est pas le seul exemple. Peut-être je vais répondre quand ça s'adresse. Vous avez parlé du, je suis de l'autre côté. Vous avez parlé du droit de propriété, du droit d'usage, qui est le droit de propriété, soi-disant, il est un droit absolu. Et je constate, pour suivre un certain nombre de jurisprudence, qu'un certain nombre de fois, les tribunaux dans la jurisprudence insistent sur l'usage qu'on fait de la propriété qui l'emporte sur le droit de propriété. Donc je trouve que c'est une avancée. C'est-à-dire si une propriété n'est pas utilisée de telle façon, le propriétaire ne peut pas dire c'était chez moi, j'ai le droit de faire ce que je veux, et ça a été fait. Et si j'y pense et que je rebondis sur ce qui a été dit sur le Brésil, on pourrait imaginer aussi que, y compris chaque pays, son droit de propriété de son pays est un droit d'usage. Si Bolsonaro détruit la forêt amazonienne, ça ne concerne pas que le Brésil. L'usage qu'il fait de chez lui concerne l'humanité. Alors on peut le retrouver aussi sur d'autres écosites dans certains pays. Bon, là, je vais peut-être répondre, ça vous laisse réfléchir à de nouvelles questions, parce que c'est... On a combien de temps, en fait, pour le... Ah, mais ça va, c'est bien. Alors, bon, sur les communautés, moi, je suis pas allé, j'ai pas pu aller trop loin. Ce que j'ai voulu signifier, c'est que, bien sûr que nous sommes... nous faisons tous individuellement, tous et toutes individuellement, nous faisons, je crois, attention de plus en plus à ce que nous faisons. Bon. Nous savons aussi que ce n'est pas suffisant et que donc en même temps nous sommes engagés plus ou moins, enfin moi chacun comme il l'entend, mais dans des projets qui sont collectifs. C'est ça que j'appelle aussi créer du commun, de la communauté. Bon, je peux et je dois faire des gestes individuels. Je n'ai aucun mépris par rapport aux gestes individuels, à condition, bien sûr, de les remettre dans un contexte plus large. Au contraire, ainsi, si on ne fait plus attention à ce qu'on fait au quotidien, ça veut dire qu'on est broyé par la machine parce qu'on ne fait plus attention à rien. Cette histoire de l'attention, elle est extrêmement importante. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui nous tombent sur le coin du nez aujourd'hui. Si nous avions fait un peu plus attention au monde dans lequel nous sommes, eh bien, peut-être bien que nous n'en serions pas là. Il y a quelque chose que dit Pablo Servigne, je ne sais plus dans quel, je crois que c'est dans son dernier bouquin qu'il dit ça. Il dit finalement, bien souvent, on connaît mieux la vie des tigres, des lions et des éléphants à 10 000 kilomètres que des animaux qui sont dans le petit bosquet qui est juste à côté de chez nous. C'est ça le manque d'attention. C'est ça la vie hors sol. Effectivement, et je pense que si on se regarde, c'est souvent vrai. Bon, manque d'attention. Donc, c'est nécessité de cette attention, et on le voit bien partout, il y a des expériences communautaires, de nouvelles communautés, qui ne prennent pas obligatoirement, comment dire, la forme d'une commune au sens municipal du terme. Par exemple, ce sont des régies, non, ça c'est des régies municipales. Bon, mais des régies municipales d'électricité, on voit réapparaître des régies municipales d'électricité. Ces régies avaient disparu avec la nationalisation par EDF. C'était des régies municipales qu'il y avait avant, quand on a voulu centraliser avec EDF. Donc on voit aujourd'hui des régies qui existaient, qui n'avaient pas été complètement liquidées, qui se recréent, ou des régies foncières, municipales foncières, des municipalités qui rachètent des terres autour de leur ceinture pour justement installer des paysans, pour qu'il y ait du maraîchage, pour les circuits courts, pour éviter les problèmes aussi de sécurité alimentaire. La région parisienne a 3 jours d'autonomie alimentaire. 3 jours. Donc on peut imaginer, s'il y avait un quelconque problème, ce que ça peut provoquer. Donc beaucoup maintenant de lieux
tente de préempter sur les terres, justement, pour pouvoir remettre de l'agriculture. Bon, ça, c'est des formes de communauté. Mais ça peut être aussi, par exemple, un parc citoyen, un parc éolien citoyen, un petit parc éolien citoyen. C'est une communauté qui va gérer, ensemble une quantité d'énergie. Bon, ça c'est par exemple la municipalisation de l'eau, par exemple aussi, toutes les expériences qu'il y a au niveau municipalisation. Dans d'autres pays, c'est pas municipalisation. En Bolivie, maintenant c'est en train de changer, mais en Bolivie, ce qu'on a appelé la guerre de l'eau à Cochabamba, mais c'était au début en 2000, c'était même pas les municipalités, c'était les collectifs d'habitants dans chaque quartier qui géraient l'eau et l'usage de l'eau. Bon. Donc voilà, on peut imaginer, alors ça c'est au sociétal imaginer, mais il y en a partout. Et ça peut être la commune, ça peut être une région aussi. Bon, bref, la communauté, c'est pas obligatoirement la petite communauté, mais c'est aussi la petite communauté, et les petites communautés sont importantes aussi. Alors après, désobéir. Bon, alors il y a désobéir à la loi, ça c'est grave. C'est désobéir à la loi, c'est par exemple aller manifester alors que c'est interdit. C'est un acte de désobéissance. Alors la désobéissance, elle n'est pas, elle est souvent non violente. Bon, bref, en tout cas, c'est ça, le désobéir, c'est ça, c'est ne pas respecter la loi. Mais c'est plus que ça, désobéir. Désobéir, c'est aussi refuser la soumission à un modèle, par exemple, de consommation. Par exemple, j'ai entendu dire que Attac et d'autres ici à Aix avaient fait quelques actions spectaculaires par rapport à Apple. Bon, c'est une forme de désobéissance parce que, d'abord, ce n'est pas une promenade touristique chez Apple qui a été faite, donc c'est une façon de désobéir. Bon, il n'y a pas d'atteinte à aux personnes, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de violence sur les personnes. Il y a de la dégradation des vitrines, mais bon, bref. Mais pour moi, c'est aussi désobéir à autre chose. C'est cibler Apple, c'est l'évasion fiscale, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi un monde, Apple. Le monde ultra connecté, dans lequel nous sommes le sommet d'être, le monde de la consommation connectée, le monde des données, de toutes les données qui sont captées, le monde d'une soumission à un modèle dans lequel il est urgent aussi de se débrancher. Et c'est aussi désobéir à des normes de consommation, à des normes de vie qui nous sont imposées par des modèles de consommation ou de production des multinationales, du capitalisme, appelons-le comme on veut, peu importe. C'est ça aussi pour moi désobéir. Et c'est une forme de désobéissance qui est différente. Et d'ailleurs, ils le prennent comme désobéir. Quand maintenant vous dites que vous n'avez pas de téléphone portable, par exemple, vous êtes légèrement suspect, À quoi voulez-vous échapper ? Parce qu'avec le téléphone portable, vous êtes tracé de toute façon. Ah bon, vous n'en avez pas, et pourquoi ? Vous savez que c'était un des motifs de suspicion par rapport au procès qu'il y a eu sur, il y a quelques années, les jeunes de Tarnac. Un des motifs importants, c'est qu'ils n'avaient pas de téléphone portable. Et que c'est quand même suspect. Voilà, et donc ça aussi, si vous voulez, ce sont des formes de désobéissance qui ont du sens par rapport à un modèle qu'on veut nous imposer. Ce sont par exemple, moi dans ma région, des enseignants on avait supprimé tous les tableaux à la craie, tous les tableaux ou même au feutre, pour les remplacer par des écrans électroniques. Et donc ils ont séquestré les tableaux, les anciens tableaux. Ils ont été menacés d'être radiés de l'éducation nationale, etc. Ça, c'est désobéir aussi. Et d'ailleurs, les menaces étaient disproportionnées par rapport à l'acte, mais c'était pas si disproportionné que ça, parce que c'est tout un monde. Quand on dit c'est une violence disproportionnée, non, parce qu'on ne se rend pas compte aussi que certains de nos actes, non pas par leur violence, mais parce que par leur radicalité au sens de ça va à la racine, sont des actes
qui bouleversent, qui font bouger les choses. Et donc, c'est pas du tout disproportionné. Donc, certains ont été radiés pendant 2 ou 3 mois, puis ils ont été réintégrés. Et je me souviens d'une conférence que j'y ai faite, ils me disaient, c'est disproportionné. Non! Non, c'est une école, c'est une manière qu'on nous propose aujourd'hui, qu'on propose à nos enfants, sachant que, bien sûr, les enfants de tous les possédants de la Silicon Valley, eux, ils sont protégés dans des écoles sans connexion. Ils savent très bien que si on veut sauver les esprits, il faut sauver les enfants, les petits, de tous ces écrans. Donc, voilà, ça, c'est des formes de désobéissance. Alors, ça peut se faire collectivement et ça peut se faire individuellement et collectivement pour désigner les... Voilà. Je pense qu'on désobéit aussi parce que ce que nous avons appris aussi dans les mouvements pour le climat, c'est qu'on ne pouvait pas rester dans les abstractions. Il y a des coupables. Et il ne s'agit pas d'individus, ce n'est pas le problème d'un individu. Mais il y a des coupables quand on cible Apple, quand on cible Monsanto, quand on cible, c'est pas Monsieur Apple ou Madame Monsanto, c'est pas le sujet, mais il y a aujourd'hui des responsables, il y a des coupables. Et ceux-là doivent être désignés, doivent être montrés. Et donc il y a des actes de désobéissance pour justement mettre sur la place publique où sont les coupables, quels sont nos ennemis, entre guillemets. Et ce n'est pas nos ennemis personnels, c'est les ennemis des droits et c'est les ennemis de la vie aussi. Ce sont des entreprises qui sont véritablement des entreprises mortifères. Voilà. Bon, je peux y revenir. Alors, sur la géo-ingénierie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, effectivement, face au réchauffement climatique, il y a des études scientifiques très poussées et qui continuent, bien entendu, à coût de milliards de dollars et d'euros pour tenter de refroidir la Terre, puisque vraisemblablement, nous n'y arriverons pas par des décisions politiques, puisque les négociations climatiques échouent les unes après les autres, et donc certains qui voient l'issue dans la science et la technique, ce qu'on appellera la technoscience. Et donc ont imaginé des techniques sur une très grande échelle, on appelle ça la géo-ingénierie, c'est sur une très grande échelle de modification de la Terre elle-même. De ce qu'ils appellent, moi je n'aime pas ce terme, mais ce qu'ils appellent le système Terre. La Terre est un système mécanique, et on va pouvoir agir sur ce système pour le modifier de manière à provoquer le refroidissement de la Terre, c'est-à-dire on continue, on ne change rien, et alors il y a plusieurs techniques. Alors je dois vous dire que ce n'est pas du tout enterré. Ce n'est pas du tout enterré, loin de là. C'est même inquiétant parce que la dernière conférence sur le climat à Varsovie et le dernier rapport du GIEC, même si le rapport du GIEC dit que ce sont des techniques qu'on ne maîtrise pas, malgré tout, il y a 2 articles dans le rapport du GIEC qui évoquent la géo-ingénierie. Dans le GIEC, il y a des scientifiques qui défendent la géo-ingénierie, qui disent on n'y arrivera pas autrement. Alors, quelles sont ces techniques ? J'en donne juste 2. Et il y a des expérimentations in situ actuellement aux États-Unis. Les États-Unis... Normalement, il y a un moratoire sur ces techniques-là. Mais les États-Unis n'ont pas signé la Convention sur la biodiversité. Et le moratoire est venu de la Convention sur la biodiversité. Donc aux États-Unis, on peut faire des expériences. Il y en a une dans l'Arizona, il y en a une en Californie. Il s'agit de projeter dans l'atmosphère des particules de soufre, essentiellement, de manière à ce que ces particules renvoient le rayonnement solaire vers l'espace et ainsi refroidissent la Terre. C'est venu de l'observation du fait que quand il y a des éruptions volcaniques, il y a des nuages de poussière extrêmement importants et on a noté des refroidissements de la Terre suite à des explosions volcaniques extrêmement fortes. Bien. Donc on reproduit ça, si vous voulez, de manière à refroidir la Terre. Donc ça veut dire que ceux qui possèdent ces techniques, ceux qui ont le thermomètre, ce sont eux qui décident du thermomètre de la Terre. On n'en connaît absolument pas les conséquences, parce que si vous refroidissez à un endroit, vous imaginez bien que, il y a des choses qui se passent ailleurs. Les choses sont complètement interdépendantes. Ça, c'est la première technique. Là, il y a des expériences qui sont faites in situ. La deuxième technique, il y a aussi des expériences qui sont faites, c'est de stimuler les océans pour qu'ils capturent davantage de carbone.
Ce sont les océans qui capturent le plus le carbone. Et donc, c'est le phytoplancton qui vraiment capture le carbone. Il s'agirait de disperser dans l'océan, alors là, c'est de la limaille de fer, plus ou moins, de manière à booster le phytoplancton pour qu'il absorbe davantage de carbone qui irait se déposer au fond des océans. Donc les océans sont aujourd'hui étudiés par la géo-ingénierie uniquement comme un capteur de carbone. Un arbre, c'est plus un arbre, c'est un capteur de carbone. Un océan, c'est un capteur de carbone. C'est une autre manière de tuer la Terre, véritablement bon. Donc ce n'est pas du tout abandonné. Et je dois vous dire aussi que c'est d'autant moins abandonné que ce qu'on appelait avant, ce qu'on appelle toujours les climato-sceptiques. Bon, aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais ils se sont reconvertis. Parce que, étant donné ce qui se passe, si vous voulez, leur position, elle est de plus en plus difficile. Parce que très concrètement, ce qui se passe leur donne tort. La Terre, elle réagit aujourd'hui. C'est plus l'objet passif sur lequel on habite. La Terre, elle cogne dur aujourd'hui. Elle réagit à ce que nous faisons. Et le discours des climato-sceptiques, il a été quand même pas mal écorné. Et donc, ils se sont reconvertis dans la géo-ingénierie. Et donc ils disent maintenant, mais c'est pas grave, on va avoir les techniques pour, ou bien, on va aller aspirer le carbone dans l'atmosphère et on va l'enfouir dans les cavités qu'il y a sous terre. Ce sont les cavités laissées libres par l'extraction du pétrole en particulier ou du charbon. Souvent, je dis, le capitalisme a horreur du vide, c'est-à-dire, on a tiré le charbon et le pétrole, et donc on va l'aspirer le carbone pour le remettre dans le sol. Bon, ça, ce sont les techniques. Il y en a même qui ont imaginé de modifier légèrement l'axe de rotation de la Terre, parce que si on modifiait à peine l'axe de rotation, notre orientation par rapport au Soleil ferait que nous subirions moins le rayonnement solaire, et donc il y aurait un refroidissement. Enfin bon, voilà. Donc ça, ce n'est pas enterré. Bon, ça prend beaucoup de... Comment dire, c'est extrêmement coûteux. Il y a aussi de la bio-ingénierie. Bon, enfin bref, c'est toutes ces techniques-là qui retardent quand même les actions qui devraient être faites de manière urgente. Voilà, ça c'est certain. C'est la croyance en la toute-puissance de la technique encore. Alors le Brésil... Quand même, je vais répondre aux deux sur la forêt amazonienne et le Brésil. Bon, le Brésil, bon, nous savons aujourd'hui, les droits des peuples indigènes sont complètement bafoués. Ils n'étaient déjà pas extraordinaires, parce que, autant, comment dire, enfin, là je donne ma position personnelle, je suis absolument outré, enfin je ne sais pas comment le dire, révolté que Lula soit en prison aujourd'hui, la façon dont il l'est. Bref, il n'en reste pas moins qu'on peut aussi s'autoriser des critiques sur ce qui s'est passé du temps de Lula et surtout du temps de Dilma aussi, parce qu'ils n'avaient pas complètement les mains libres non plus. Ça a été quand même l'agro-industrie, l'agriculture la plus productiviste, au mépris déjà de certains droits indigènes. C'était déjà enclenché. Mais alors là, Bolsonaro, maintenant c'est fini. Que pouvons-nous faire ? On peut protester, mais c'est aux Brésiliens. Et il y a énormément de résistance. Au Brésil, des peuples indigènes, des femmes aujourd'hui qui se battent vraiment. Et Bolsonaro, comment dire, il va très vite, il va très fort, y compris dans sa coalition, ça commence un peu quand même à tanguer. Y compris de la part de la bourgeoisie brésilienne, qui commence à s'inquiéter quand même des outrances de Bolsonaro et de la peur de la marginalisation du Brésil sur la scène internationale. Parce que Lula avait propulsé quand même le Brésil comme une grande puissance, pour le meilleur et pour le pire aussi. Donc, Brésil, grande puissance. Et la bourgeoisie, bien entendu, y avait trouvé un intérêt là-dedans. Et donc, il y a toute une partie, secteur de l'économie qui avait soutenu Bolsonaro, qui est en train quand même pas de lâcher, mais et il y a certaines lois qu'il n'est pas arrivé à faire passer au Parlement. En particulier, il avait pris par décret la suppression d'une trentaine de commissions paritaires de consultation, etc., etc., c'est-à-dire des outils de la démocratie, qui étaient supprimés par décret.
Et là, il y a eu une révolte des parlementaires. Il y a quand même des parlementaires d'opposition qui sont élus et qui se sont alliés avec d'autres qui soutenaient aussi Bolsonaro par ailleurs. Et donc, il a dû revenir sur cette histoire de décret. Donc, là, c'est aux Brésiliens. Alors, on peut apporter le soutien, on peut tout ce qu'on veut. On peut, par exemple, nous, ici, se battre contre les accords de libre-échange qu'on nous propose aujourd'hui avec le Mercosur. Ce sera une façon extrêmement importante d'aider, de limiter l'agro-industrie et d'aider les petits paysans brésiliens qui, eux, ne profiteront en rien de l'accord du Mercosur. Nous pouvons nous battre ici et nous devons nous battre ici. C'est ici que nous pouvons le faire. Après, on peut pas, c'est véritablement aux Brésiliens. Et sur la forêt amazonienne, il y a beaucoup de débats sur la forêt amazonienne. En particulier, c'était George Bush qui voulait qu'on en fasse comment il appelait ça, le patrimoine mondial de l'humanité. C'est un peu plus compliqué. Ça, c'est dans la forêt amazonienne, il y a des gens qui habitent. Elle est peuplée. Nous avons une vision de la forêt amazonienne qui est une vision d'occidentaux. Des arbres, des lianes, des animaux. Non, c'est peuplé. Il y a des gens qui en vivent, qui l'ont entretenu. Alors, il y a des parcs qui ne sont pas peuplés, hein, mais il y a des parcs peuplés. Une forêt, c'est pas seulement des arbres. C'est tout un tas de bestioles, les forêts, et c'est des gens aussi. Et donc, il y a des peuples de la forêt qui en vivent, qui l'ont entretenu. C'est pas le temple qu'on ne touche pas, le sanctuaire absolu. Et donc, dire c'est patrimoine mondial de l'humanité. Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces gens-là qui sont là? On leur dit, bon, attendez, hein, patrimoine mondial de l'humanité, maintenant, hop, dehors, c'est ce qui s'est passé. Et c'est toute une conception qui est critiquée aujourd'hui de la sauvagerie, des grands parcs américains, par exemple, qui ont été créés au XIXe siècle. Moi, je dois dire que c'est important qu'ils aient été créés, parce qu'au moins, ça sauvegarde. Mais ces grands parcs, ça a été une vision extrêmement coloniale quand on a créé ces parcs. On les a créés comme s'ils n'étaient pas habités. On appelait ça la wilderness, des parcs sauvages. Non, ils étaient habités, il y avait des Indiens. Ils étaient habités. Et aujourd'hui, la forêt amazonienne, elle est habitée. Donc, elle est déjà le patrimoine de ceux qui l'habitent, qui l'entretiennent, et qui luttent et qui se font assassiner contre ceux qui la veulent la déforester. Les assassinats d'activistes, de paysans dans ces pays-là, de la forêt amazonienne, sont extrêmement nombreux. Donc, patrimoine mondial de l'humanité, ok, nous on veut bien respirer, il nous faut notre poumon, on se sert du fossile partout ailleurs, mais on garde le poumon de l'humanité parce qu'on en a besoin pour respirer. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, c'est tout ça aussi que je disais Renaissance. Moi aussi, je le dis, pendant longtemps, je disais patrimoine commun de l'humanité. Non, il n'y a pas de patrimoine commun de l'humanité. Il y a des peuples concrets qui vivent, qui entretiennent la terre, qui en vivent aussi, qui retirent leur alimentation, qui l'abîment pas et qui se battent pour la garder comme telle. Donc voilà. C'est déjà, en tout cas, un commun de ceux qui la vivent et non pas le poumon pour les États-Unis d'Amérique qui continuent à polluer voilà, à tour de bras. Donc tout ça, c'est à réfléchir. Hein, mais sur le bien commun de l'humanité, on le dit souvent, le bien commun de l'humanité, une humanité abstraite, mais il y a des gens concrets. Il y a des gens concrets qui vivent, qui revendiquent, qui ont des droits et qui entretiennent, qui ont des usages sages, parce qu'ils savent, donc ils en dépendent, donc ils ne vont pas le massacrer. Donc écoutons-les, écoutons aussi leur message. Bon voilà, et donc c'est sur les droits d'usage, justement, il y a une question sur les droits d'usage. Le droit de propriété privée, c'est us et abusus, c'est-à-dire il y a aussi l'abus. Évidemment, il y a quelques réglementations. En France, par exemple, on le voit sur le foncier, il y a quelques réglementations. Il y en a beaucoup qui désobéissent à ces réglementations, justement. Et là, il faut se battre pour les faire obéir. Regardez la spéculation foncière, regardez, bon bref, tout ce qu'il peut y avoir au niveau... Donc c'est vrai qu'il y a quelques formes de propriété qui définissent les droits d'usage, mais bon. Et je crois qu'il faut qu'on revoie aussi la notion de propriété. Il y a la propriété
comment dire, possession, privée, et ça veut dire privative, privée aussi. C'est-à-dire qu'en me l'appropriant, je prive les autres. C'est ça que ça veut dire privé aussi. Privative. Donc, et il y a une propriété qui donne des droits d'usage, droits d'accès et droits d'usage. Et ces droits d'usage, ils sont décidés collectivement par la communauté, quelle que soit sa taille, quels sont les droits d'usage. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de villes, bon, moi je suis à Toulouse, on a mené un combat qu'on a perdu, encore une fois, pour la remunicipalisation de l'eau. Bon, on a eu beaucoup de difficultés, parce qu'il y avait une, comment dire, avec certains qui disaient municipalisation de l'eau, ok, mais ça ne suffit pas. Parce que si vous gardez les mêmes usages de l'eau, bon, on est content, c'est municipal, très bien. Mais si on continue à favoriser, ce qui est le cas dans ma région, l'arrosage par des maïsiculteurs de maïs, etc., qui nécessitent des barrages, Sivens, c'était tout près de Toulouse, des barrages pour pouvoir arroser, etc. On a beau avoir des régimes municipaux d'eau, voilà. Donc, on est obligé de poser la question de l'usage. C'est toute la question de l'élevage, oui, industriel. Voilà, je crois à peu près avoir répondu à ce qui était... Bon. Je crois qu'il peut encore y avoir quelques questions, hein, ça c'est pas terminé. Bonjour. Inquiétant et réconfortant par certains côtés. Voilà, moi je voulais simplement revenir un peu sur quelque chose que vous avez dit concernant l'occasion des négociations commerciales et des rapports de force, il peut y avoir. Et je pense que en ce qui concerne l'écologie ou en ce qui concerne quels que soient les combats qu'on peut avoir, que ce soit pour la démocratie, pour la justice fiscale, sociale ou autre, je pense qu'il est question d'un rapport de force. Personnellement, j'ai participé à la manifestation qu'il y a eu à Marseille concernant la marche officielle. Alors, il y avait du monde, effectivement, mais je m'étonne quand même du peu de monde qu'il y avait, malgré tout. Je participe au mouvement des Gilets jaunes depuis longtemps, qui ont fait l'association entre la démocratie, le retour, le fait de pouvoir retrouver une démocratie, le fait d'avoir une justice fiscale, sociale et écologique. Qui me paraît extrêmement lié. Donc, quand je suis dans la manifestation, dans la marche du siècle, je vois des panneaux, c'est pas le climat qu'il faut changer, c'est le système, c'est pas un modulaire, pas des actionnaires, c'est des messages qui sont récurrents et je crois que le dénominateur commun, il est vraiment conscient chez beaucoup de gens. Simplement, voilà, je suis un peu désespéré de voir le peu de monde qui peut y avoir. Quand je vois le peuple algérien qui nous montre comme un exemple de ce que peut être un changement radical et un changement rapide, quand je vois le peuple soudanais, quand je me dis ces gens-là se motivent, se bougent pour changer fondamentalement et radicalement les choses. Je pense que là, on est en train de parler de climat, de possibilité, de désir de vouloir changer les choses radicalement. Je pense que si le nombre n'est pas là, le rapport de force ne sera pas là. Voilà, donc je voulais appeler un peu tout le monde et voir un petit peu quel est votre point de vue par rapport à ça. Je vous remercie. Une autre question. Vous avez dit que les eurosceptiques s'étaient reconvertis dans la bio-ingénierie, etc., pour retarder les actions à... Oui, non, mais certains d'entre eux, les plus conscients, les plus malins. Et que leur objectif, au fond, c'était de retarder les actions urgentes à mettre en œuvre. Donc ma question, c'est quelles actions, en priorité, quelles issues
à la catastrophe écologique. Que peut faire le citoyen lambda que nous sommes ici, conscient du constat de la catastrophe à venir? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Oui, moi je voudrais vous poser une question. C'est par rapport à la voiture électrique. On nous encourage à acheter des voitures électriques par des subventions, etc. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, le tout électrique, certes, ça permettra une réduction de l'émission de CO2, mais nous n'avons pas encore d'autres problèmes par rapport au nucléaire. Est-ce que c'est la bonne solution dans ces problèmes? Donc peut-être je vais répondre là. À moins qu'il y ait une autre question ou remarque. Je vais terminer par l'Algérie, tout ça, parce que ça va ouvrir. Alors, sur la voiture électrique. Bon, je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit une vraie question que vous me posiez. Bon, là, le nombre maintenant de rapports qui sortent sur l'inefficacité écologique, je parle même pas du prix, etc. L'inefficacité écologique de la voiture électrique, il y en a quasiment un tous les jours maintenant qui sort. De toute façon, on peut le comprendre aisément. La question, concernant le transport, la question n'est pas simplement le pétrole ou l'hydrogène aussi maintenant. On commence à parler de l'hydrogène, etc. La question, c'est le transport individuel. La question, c'est le transport individuel. Donc, la question, c'est la voiture. D'abord, ensuite, on discute de comment il faut qu'elle marche. Mais c'est la voiture. Si le calcul est fait, si on prend le parc actuel de voitures en France, tel qu'il est, sans compter les augmentations à venir, et qu'on le transforme en voiture électrique, il faut 8 à 9 réacteurs nucléaires de plus. La voiture électrique, ça marche à l'électricité. L'électricité, c'est pas une fée. Parfois, c'est un peu magique, on appuie sur un bouton, ça vient, mais c'est pas magique du tout. Donc, il faut faire de l'électricité. Et on en fait beaucoup en France avec du nucléaire. Bon, 8 à 9 réacteurs de plus. Bon, je vous laisse juge. Il nous faudra quelques bures de plus pour pouvoir enfouir les déchets nucléaires dont on ne sait absolument pas quoi faire et qu'on laisse gentiment aux générations futures sur lesquelles, de temps en temps, on verse une petite larme. Voilà. Donc, et avec en plus la crainte que nous avons quand même, ça c'est dans les rapports des climatologues, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les sécheresses, le réchauffement des rivières et la réduction du cours des rivières, des fleuves, problème de refroidissement des centrales. Bon, bref, passons. Donc, alors après, une fois que, si on pose la question de la voiture, donc que peut-on faire? Si on dit on doit résolument favoriser les transports collectifs, on peut faire même des transports gratuits, il y a des études qui sont faites. On peut, alors c'est long aussi, il faut repenser l'urbanisme avec un décentrement total entre le lieu où on habite et le lieu où on travaille, ce qui fait des transports qui ne sont pas des transports de plaisir, qui sont des transports contraints. Bon, donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Une fois qu'on a vraiment posé ces questions-là et qu'on a pris des mesures vraiment, oui, la voiture électrique comme complément pour des transports, par rapport à des transports en commun, oui, ça peut être un outil comme un autre, oui, bien sûr. Il y a le vélo aussi, y compris le vélo électrique, oui, mais une fois qu'on a pris la décision de réduire
réduire, si on est toujours dans le tout voiture privée, avec une personne par voiture, dans tous les embouteillages le soir à 5 heures du soir, sur tous les périphériques du monde, si ça on ne le résout pas, la voiture électrique est une catastrophe. D'autant que la voiture électrique, son bilan énergétique, il faut de l'énergie pour la construire, il faut des matières pour la construire, bon, etc., etc. Et il faut des batteries. Il faut les batteries, et les batteries, c'est avec des terres rares. C'est du lithium. Et c'est parce qu'il faut du lithium pour les batteries, pour les voitures électriques, qu'aujourd'hui on est en train de détruire la forêt amazonienne en Bolivie, qui est très riche en lithium, contre la vie des peuples indigènes. Donc si on veut effectivement sauver la forêt amazonienne, il faut aussi diminuer un certain nombre de nos consommations ici qui exigent du lithium. Bon, alors c'est vrai qu'on est dans la complexité. Donc la voiture électrique, très honnêtement, pensez qu'avec ce que nous sommes dit ce soir, ce qui a été chanté tout à l'heure, qu'avec un truc comme ça, on va arriver à résoudre le problème, il faut vraiment être, comment dire, c'est plus de la politique, c'est du commerce. Enfin, c'est vraiment, non, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Voilà, c'est vraiment. Et les gens, et je pense que dans la société, il y a une réflexion qui est bien au-delà de ça, bien au-delà. Les gens ont compris bien au-delà de ça. Donc c'est doublement stupide. Bon, c'est vraiment. Alors après qu'on utilise cela comme complément plutôt que d'avoir une voiture qui pollue, mais ça veut dire qu'on réduit la place de la voiture. C'est ça la première mesure. On réduit la place de la voiture. On arrête de construire. Alors, par exemple, monsieur me demandait, il y a beaucoup de projets de grands contournements. Plus vous construisez des grands contournements, plus vous construisez des autoroutes, plus vous construisez des périphériques, plus vous augmentez le trafic. Ça, c'est prouvé, il y a toutes les études. Donc, première mesure, on arrête les grands contournements. On arrête. Et on fait toute une campagne vraiment de développement, alors d'écovoiturage, de tous les systèmes qu'on peut imaginer. Bon, voilà. Je réponds aussi. Donc, voilà pour la voiture électrique. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, le département a plus 5 000 € à chaque personne qui achète une voiture électrique. Mais oui. Non, mais c'est... Voilà. Je sais bien. C'est terrible. C'est terrible. Et encore une fois, pourquoi pas cette technique, si vous voulez, une fois qu'on a réduit vraiment. On ne pourra pas supprimer tous les transports privés, ne serait-ce que vu l'urbanisation qu'on a faite, de toute façon, il va falloir du temps. On l'a vu avec les Gilets jaunes, justement, c'est ça qu'ils ont montré aussi. C'est que la voiture, c'est pas un plaisir. La voiture, c'est une nécessité. Ils ont montré cette dépendance au pétrole, justement. Bon, donc, qu'on trouve les systèmes de voitures les plus performants écologiquement, et c'est pas obligatoirement la voiture électrique, oui, mais d'abord on diminue. Sinon, c'est pas crédible. Alors, voilà, alors que faire ? Il y a à la fois des actions que nous faisons collectivement, aussi bien dans l'énergie, dans l'agriculture, c'était énorme ce qui se fait dans l'agriculture. L'agriculture émet, l'agriculture industrielle, 24% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture. Alors que l'agriculture, elle peut refroidir justement, c'est pas la géo-ingénierie, parce que les sols qui sont avec la végétation, ça absorbe le carbone. Alors qu'aujourd'hui, on a des sols dénudés partout, complètement arasés. C'est ça, on déforeste, on arrase, on laboure, etc., etc. Ça, ce sont des sols qui n'absorbent plus le carbone. Bon, donc là, il y a des expériences partout, donc il faut les favoriser. Première chose à faire, par exemple, c'est obliger le gouvernement, je ne sais pas comment en tout cas, mais il faudrait quand même le dire très fort. Aujourd'hui, par le biais de l'Union européenne, les gens qui sont en transition biologique dans l'agriculture, les agriculteurs dans le bio, ont des primes. Ils ne les ont pas touchées depuis 3 ans. Où sont-elles, ces primes que l'État français a perçues? Parce que c'est la redistribution par la PAC. Et beaucoup de paysans qui sont en bio, et on sait que le moment de la transition, souvent, c'est un moment de fragilité.
de passer, quand on passe d'un système à un autre, c'est là qu'il faut être accompagné. Ces primes n'arrivent pas. Donc, si vous voulez, par rapport à que faire, je crois que ce qui est assez extraordinaire, et là je parle de Renaissance, nous ne sommes pas devant une équation à 50 inconnus à laquelle nous ne comprendrons rien. Non, nous savons ce qu'il faut faire. C'est pas, nous savons aujourd'hui ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Et nous pouvons encore apprendre, etc., bien sûr, et chercher, etc. Mais c'est pas, on n'est pas devant quelque chose d'absolument horrible qui ferait que nous devrions nous en remettre à des super experts qui penseraient pour nous. Il y a des gens qui, au quotidien, l'expérimentent. L'agriculture aujourd'hui, l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, dans les coopératives d'énergie, Enercoop, les régies municipales d'électricité, etc. Il y a des tas de choses. L'agriculture urbaine. Il y a beaucoup de choses aussi. Dans les transports aussi, il y a des expérimentations qui sont faites dans les transports. Bon, donc, on n'est pas démunis. La question, c'est comment dire, le pouvoir politique. Bon, le pouvoir politique, aujourd'hui, les États, vous avez vu, il y a des plaintes contre les États parce qu'ils n'assurent pas notre sécurité. Et ça, c'est très important. Là, il faut soutenir ça de mon point de vue. Parce que quand même, le rôle de l'État minimum, c'est d'assurer notre sécurité. Et c'est pas avec des missiles aujourd'hui qu'on l'assure, c'est aussi, c'est justement en prenant des mesures pour éviter que le réchauffement climatique ou la biodiversité ne se détruisent. 3 minutes. Ouais. Bon voilà. Donc que faire, c'est dans ce domaine-là. Donc c'est à la fois nos actions, nos alternatives et les pressions que nous pouvons faire sur les pouvoirs politiques et sur l'avenir, sur un peu le regret qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Bon. Je connais un peu la situation en Algérie. Je peux vous dire que depuis les années 1990, nous sommes aujourd'hui en 2019, l'Algérie a vécu des situations terribles. Il y a eu les révolutions arabes auxquelles l'Algérie n'a pas participé. Les Algériens étaient comme vous, se disaient « Oh là là, mais il ne se passe rien dans ce pays, c'est horrible, en Tunisie ça bouge, etc. etc. Et nous, c'est rien. » Et regardez ce qui se passe. Donc, même si notre avenir, il est plombé, je dirais, par un certain nombre de choix que nous avons faits il y a 50 ans et que nous continuons à faire, qui ont plombé certaines possibilités pour l'avenir, il n'est pas écrit. Pour ça, moi, souvent, on me dit, vous êtes pessimiste ou optimiste. Non, il faut être beaucoup plus modeste. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste parce que je ne connais pas le futur. Il est en plus, avec ce qui se passe, il est très largement imprévisible. Et il peut y avoir des événements mineurs qui provoquent des basculements majeurs. Et ce n'est pas seulement toujours le nombre, ça peut être le nombre. Mais il peut y avoir des événements mineurs. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est parti de ces jeunes qui étaient diplômés, sans emploi, un jeune qui s'est suicidé, qui s'est immolé. Et ça a été le départ de cette révolution et de ce qui s'est passé dans le monde arabe, là aussi pour le meilleur et pour le pire. Ce jeune qui s'est immolé, personne ne pouvait imaginer que ça allait être cet embrasement. Donc, je crois que là, il faut être ouvert justement à ce qui se passe. Je cite souvent, c'est une écrivaine, Virginia Woolf, elle écrivait en 1915, en pleine guerre. Donc, elle disait, l'avenir est sombre. Non, l'avenir est sombre. C'est dark en anglais. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Ce qu'elle voulait dire, c'est pas sombre au sens de horrible. Ça veut dire sombre, on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'avenir. Il y a une partie qui est connue, malheureusement, du fait de ce que nous avons dit. Mais il y a toute une partie qui est complètement ouverte. Et je termine avec une anecdote qui, moi, me ravit quand même dans les catastrophes que nous vivons. C'est Naomi Klein, je recommande ce petit livre parce qu'il est bien. Naomi Klein, je parlerai aussi, on me l'avait demandé, du livre de Fred Vargas, elle vient de sortir un livre qui s'appelle « L'humanité va disparaître, virons de bord toutes ». Bon, mais il y a aussi un livre de Naomi Klein. Elle est allée, Naomi Klein, à Porto Rico, après le passage de l'ouragan Maria. Il
il y a 2 ans. Cet ouragan a tout dévasté. Presque tout, dit-elle. Alors, c'est vraiment l'économie coloniale, Porto Rico, c'est vraiment le colonialisme avec l'agriculture coloniale d'exportation et avec système très centralisé, high-tech, etc., etc. L'ouragan passe, tout ça par terre. Le seul endroit où il y a de la lumière sur l'île, c'est un endroit autogéré, une sorte de communauté assez grande qui avait installé des panneaux solaires. C'était un centre écologique, mais où vivaient, parce que maintenant ils sont plus nombreux, à peu près 80-100 personnes. Ils avaient des panneaux solaires, etc. Seul centre où il y avait de l'électricité sur l'île. Ce centre, parce qu'il n'y avait aucun secours qui est arrivé, bien entendu, les secours arrivent toujours très tard, en plus c'était vraiment la désolation la plus totale, c'est de ce centre qu'ont pu s'organiser tous les secours sur l'île, parce qu'il y avait l'électricité. Et que, dit-elle, même les panneaux solaires, même s'ils sont un peu esquintés, c'est assez facile à remplacer, c'est pas la grande centrale qui tout à coup explose et les grands réseaux électriques. Et mieux que ça, il y avait aussi des paysans qui sont dans l'agroécologie, etc., à Porto Rico. Et finalement, l'ouragan Maria a détruit toutes les plantes spéculatives d'exportation et tout ce qui pousse un peu à ras de terre, les tubercules, etc., ça n'a pas été touché. Donc, on peut se dire quand même que face à des tempêtes qui viennent, que nous ne pourrons pas empêcher, eh bien, nos alternatives, qui sont aussi des alternatives de résistance. Et finalement, l'ouragan Maria, là je l'ai écrit à propos d'un texte que j'ai écrit sur Naomi Klein, l'ouragan Maria finalement valide nos alternatives. Parce que c'est ça qui tient. C'est ça qui tient, c'est ce qui est près du sol. Il faut atterrir, il faut être sur le sol. C'est ce qui est près du sol. Ce sont les plantes racines, ce sont les tubercules, ce sont le sorgho, etc. Et donc, c'est grâce à ça qu'ils ont pu se nourrir, alors que toutes les plantations de café et compagnie, tout ça a été ravagé. Donc c'est un bel exemple, je trouve, un peu presque une métaphore, je crois, de ce que nous avons à faire, parce que non seulement il faut freiner le réchauffement climatique, mais il faut créer aussi des systèmes, j'aime pas trop ce mot parce qu'il a été récupéré, mais il dit des choses résilients, c'est-à-dire capables de résister à des chocs. Et ça, nous savons aussi construire des systèmes capables de résister à des chocs. Et l'intérêt des communs de ces communautés, c'est sur des bases démocratiques, puisque c'était le sujet de la démocratie aussi. Je crois qu'il faut arrêter.